Professeur Didier Raoult, sur quel grand principe faut-il s'appuyer pour s'occuper des malades du Covid? Déjà, moi, je souhaite d'abord à tous ceux qui me regardent une bonne année 2021 dans laquelle j'espère que on naviguera dans le calme plus que dans l'année 2020 et dans lequel on n'aura pas tous les jours un drame, dit tous les jours la promesse d'un miracle. Moi, je ne crois pas au drame et je ne crois pas au miracle. La médecine, c'est fait de l'addition de différentes stratégies. Par exemple, les septicémies à staphylocoque doré, elles tuaient peut-être 90% des gens avant les antibiotiques, mais elles tuent encore entre 10 et 15% des gens. Il ne s'est pas passé un miracle qui fait qu'il n'y a plus de mort du tout, puisqu'il y a des phénomènes inflammatoires qui prennent le relais en dépit du fait qu'on a les antibiotiques qui marchent parfaitement sur cette maladie. Donc cette espèce de simplification extrême qui est probablement due à l'usage des télévisions fait que tout est oui ou non. Donc est-ce que le vaccin protégera 100% des gens ou est-ce qu'il va en tuer des quantités, est-ce qu'un médicament va marcher dans 100% des cas? Tout ça, c'est des fantasmes non médicaux. D'accord? Donc la médecine, c'est d'abord le soin. Il faut s'occuper des gens, il faut les observer pour voir, y compris il y a beaucoup de phénomènes que l'on découvre par hasard. Énormément d'antibiotiques ont été découverts par hasard, de stratégies thérapeutiques ont été découvertes par hasard, par la qualité de l'observation. Donc je pense que le plus gros problème déjà que l'on a eu dans ce pays, et beaucoup en Europe, c'est la perte de l'habitude d'observer sur une maladie qui est inconnue. Donc on a pris les mesures qui avaient été mises en place par le centre américain pour la grippe, mais ce n'est pas du tout la grippe, c'est une autre maladie. C'est une maladie qu'il fallait prendre le temps d'observer pour voir quels en étaient les symptômes, voir quels en étaient les risques, pour savoir comment on devait la manager. D'accord ? Et surtout pas dire, ce qui est unique, ne voyez pas de médecin, restez à la maison et prenez de Doliprane. Ça, je continue à dire, c'est une faute grave qui explique pourquoi il y a des différences considérables d'une zone à l'autre et d'un pays à l'autre dans la prise en charge précoce des gens qui étaient infectés. Ça, c'est un véritable point. Le deuxième point, c'est que quand les mesures de prévention autour des gens qui sont infectés, comme d'habitude, les mesures générales ont beaucoup moins de chances de marcher que les mesures particulières. Ce qui est vrai pour la médecine, c'est-à-dire les médecins doivent s'occuper en leur âme et conscience, en s'informant des nouveautés, de gérer leurs patients. Et la prévention, c'est d'abord, et maintenant on le sait, c'est très clair, ça allait de soi, mais les gens qui sont malades contaminent leur famille. C'est pas en se baladant dans la rue qu'ils attrapent le Covid. C'est une bêtise, ça c'est pas vrai. Mais en revanche, de porter un masque à la maison quand on a quelqu'un qui est positif, qui est contagieux, alors ça c'est très important parce qu'on sait que la première forme de toutes les contaminations c'est en famille, et la première forme de toutes les contaminations dans les familles c'est entre conjoints. Donc quand il y a quelqu'un qui est porteur du virus, il ne faut pas dormir dans le même lit que lui, il ne faut pas le faire. Voilà, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, il faut porter des masques. Et troisièmement, il faut avoir des bouteilles d'alcool et se passer de l'alcool sur les mains en permanence, ce qui diminuera le risque de transmission intrafamiliale. Donc, premier risque de transmission, c'est pas les restaurants, c'est pas... Non. Le premier risque de transmission, c'est la famille. Ça, c'est vraiment établi. C'est pas des modèles mathématiques. Moi, je fais pas des choses comme ça. Je suis pas un sorcier. J'observe. Maintenant, il y a plein de travaux qui sont faits. Pas beaucoup en France, mais il y a plein de travaux qui sont faits. Maintenant, on sait que c'est ça le risque, en particulier en Islande, où ils ont travaillé de manière merveilleuse sur le plan épidémiologique. Il faut lire leurs travaux, ils sont disponibles. Donc c'est le premier point. Le masque à la maison quand il y a quelqu'un qui est positif, ou il y a d'autres solutions qui ont été envisagées, l'isolement des gens qui sont Covid+, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Donc il y a là le relais, bien sûr, c'est quand on sépare, et maintenant que les tests ont fini par être développés à un très grand débit, les gens qui sont positifs, on ne peut pas les laisser fonctionner sur le plan social de la même manière que les gens qui sont négatifs. Voilà. Donc ça, c'est une vraie leçon sur le masque. Là, le masque est indispensable. Là, la gestion à l'intérieur de la maison est indispensable. Si on peut, il faut s'isoler dans une chambre et pas en sortir. Ou quand on en sort, passer de l'alcool sur tous les endroits qu'on a touchés, de manière à éviter que les gens soient contaminés autour de soi, autour de sa propre famille. Donc, je pense que c'est un point très important. Deuxièmement, sur la recherche, sur la science. Donc, on a oublié que c'était les médecins qui devaient soigner les malades. Donc, c'est une leçon quand même.
C'était pas la première fois que moi je voyais ça, mais j'ai été très frappé de voir ça. Tout ça, c'est de la médecine, donc c'est des médecins. Et donc, pareil pour la recherche c'est une affaire de pratique. D'accord ? La recherche, c'est ceux qui pratiquent la recherche. C'est pas ceux qui ont une opinion sur la recherche. Ça n'est pas les gens qui ont des responsabilités politiques ou élus qui font de la recherche. C'est les gens qui pratiquent la recherche. C'est pas même les gens qui ont pratiqué de la recherche il y a 20 ans. C'est les gens qui pratiquent la recherche, qui connaissent la recherche. Parce que ça évolue extrêmement rapidement. Et c'est pas parce qu'on a fait de la recherche sur une maladie qui n'a rien à voir il y a 20 ans de ça, que l'on est capable de s'intéresser à ça. Et donc c'est très embêtant ça, parce que tout le monde maintenant se sent capable de décider de ce qui est bon pour les autres. Ça ressemble, je m'excuse, ça ressemble au pire des romans d'avant-guerre, dans lesquels on sait ce qui est bon pour vous, et taisez-vous et obéissez. Mais c'est pas comme ça, la science et la connaissance. Sur une maladie nouvelle, en plus, personne ne sait ce qu'il faut faire au début. Chacun doit tâtonner et avancer. On ne doit pas dire, écoutez, on faisait ça dans la grippe, et puis ensuite, je vous assure, j'ai une baguette magique. Alors une fois, c'est les remdesivir, une fois, c'est la vaccination. Il n'y a pas de baguette magique, il faut travailler. Et c'est très difficile dans ce pays de travailler. Nous, vous voyez, on nous dit depuis des mois, écoutez, il faut absolument que vous fassiez une étude comparative avec l'hydroxychloroquine. Écoutez, nous, les gens qui sont volontaires pour être traités, compte tenu de ce qui est publié dans la littérature, et qui est colossal, on a fait une étude en évaluant, je sais pas, 150 travaux qui ont été menés sur l'hydroxychloroquine, ça sort extrêmement clairement. S'il n'y a pas d'intérêt financier avec Gilead, clairement, l'hydroxychloroquine marche. Mais si on peut aider en comparant des groupes de gens qui ne sont pas convaincus avec des gens qui sont convaincus, on a envoyé 2 CPP, c'est-à-dire d'évaluation par le comité de présélection des personnes sans demander d'argent, qui ont été firés. Et dans un des CPP, il n'y a 0 personne qui ait fait de la recherche. Et ils nous ont dit qu'on n'était pas compétent en recherche clinique. Dedans, il y avait 2 professeurs de maladies infectieuses qui demandaient le CPP, et le type a eu que de leur dire qu'ils ne savaient pas faire de la recherche clinique. Donc on est devenu un pays de fous. Là, il va falloir revenir sur Terre, c'est-à-dire que quand quelqu'un n'a jamais fait de recherche et qu'il se trouve en face de quelqu'un qui a 200 publications internationales dans le domaine, il faut qu'il enlève son chapeau et qu'il dise « Monsieur, je vous félicite », plutôt que vous dise « Vous ne savez pas faire de la recherche ». Mais vous voyez que cette situation donne un sentiment de pouvoir disproportionné à des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui est extrêmement inquiétant. En plus, il y a un arrêté qui est sorti qui dit maintenant, écoutez, le Conseil de l'ordre vous dira ce qu'est l'état de la science, mais c'est déraisonnable. Le Conseil de l'ordre ne sait pas ce qu'est l'état de la science, il ne fait pas la bibliographie tous les jours pour savoir ce qui se passe. Et c'est pas comme ça que ça se passe, la connaissance scientifique. Donc il faut revenir dans ces structures d'autorité à quelque chose qui est beaucoup plus humble et beaucoup plus raisonnable face à la science et face à une maladie nouvelle. Donc tout ça a manqué beaucoup d'humilité et beaucoup de connaissances. Donc plus les gens sont ignorants maintenant, plus ils ont de certitudes, ce qui est vieux comme le monde. Hein. Les gens qui ont beaucoup de connaissances ont beaucoup d'incertitudes et sont très prudents quant à la prédiction de ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, ce qui va se passer et ce qui ne va pas se passer. Donc je crois que c'est très important. Ce qui m'amène à dire d'ailleurs que ça m'amuse beaucoup qu'on prétende que je dis ceci ou cela, et donc j'ai décidé de publier le verbatim, c'est mot par mot tout ce que j'ai dit, tout ce sur quoi je me suis prononcé, aidé par Yanis Roussel, qui sera disponible fin janvier, comme ça chacun pourra retrouver. Bien sûr, je ne truque rien, c'est pas mon intérêt, d'autant que tout le monde peut aller regarder si c'est bien ce que j'ai dit sur la vidéo. Donc ça évitera de fantasmer sur les plateaux télé en disant je dis oh là là, il n'y a jamais de rebond, il y a eu de rebond, je vous expliquerai ce que c'est, Raoult est contre la vaccination, tout ça c'est des bêtises, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui travaille depuis 40 ans dans les maladies infectieuses dise je suis contre la vaccination, c'est idiot. Donc encore une fois, simplification abusive, travestissement de ce que les gens racontent ne remplace pas la connaissance scientifique et ne remplace pas le soin. D'accord ? Donc, moi, je souhaite que les gens soient aussi bien soignés ailleurs que ce qu'ils le sont à l'IHU, ou quand les gens se présentent et qu'ils ne sont pas directement hospitalisés ou directement en réanimation, la mortalité est de l'ordre de 1 pour 1000 quand ils sont traités ici. Ce qui en fait la mortalité la plus basse de tous les travaux qui sont rapportés, sur lesquels on est en train de travailler. Malheureusement, la prise en charge est parfois encore tardive à cause de ces consignes qui ont été données et qu'il faudra changer, et la moitié des gens qui rentrent en réanimation pour commencer leur prise en charge. C'est-à-dire que jusqu'à la réanimation, ils n'ont pas eu de prise en charge.
Et donc c'est ça le problème de la mortalité. Mais même avec ça, globalement, la perte d'espérance de vie des gens qui sont morts au CHU de Marseille, pas qu'à l'IHU, au CHU de Marseille, est de 3 ans. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens qui sont morts sont des gens qui avaient une espérance de vie très faible. Et la moyenne de perte d'espérance de vie est de 3 ans sur un travail qu'a fait Stéphanie Gentil ici, qui est très remarquable. Donc voilà ce qu'est l'enjeu. Donc c'est pas dramatique, il faut s'occuper des gens. Et si on s'occupe des gens, ça diminue encore la mortalité, ça diminue la perte d'espérance de vie. On le voit d'ailleurs, il y a des différences considérables en Europe. Je vous conseille encore de voir Euromomo. Vous verrez aussi bien les courbes épidémiologiques. Il y en a qui ont un pic, il y en a qui n'ont pas de pic du tout. Il y en a qui ont 2 pics. Il y a des pays dans lesquels il y a plus de morts cette année que les années précédentes. Il y a des pays dans lesquels, la moitié des pays d'Europe, il n'y a pas de mortalité visible. Donc tout ça n'est pas, il n'y a pas quelque chose de simple qui est l'épidémie Covid-19 qui touche les gens, qui donne un rebond et qui tue de manière effroyable à tous âges. Tout ça n'est pas vrai. Voilà, il faut revenir sur Terre, regarder les données. Et ça ne se règle pas sur un plateau de télévision avec quelqu'un qui vous interrompt et qui croit mieux savoir le métier que vous faites contre toute évidence. Voilà. Donc en pratique, ce que l'on sait, c'est que le traitement précoce est essentiel. On sait que, y compris nous, ce que l'on met en place, c'est la prise en charge précoce des anosmies, c'est-à-dire les gens qui ont perdu l'odorat. On pense qu'il faut les rééduquer très vite. On a mis un tuto en place, mais bien sûr, on peut aller voir un ORL pour ça. Il faut vite réhabituer le nez à percevoir les odeurs, sinon la partie du cerveau qui s'occupe de ça s'éteint. On le voit physiquement. Et une fois qu'elle est éteinte, je ne sais pas si c'est aussi facile à rallumer que si on empêche qu'elle s'éteigne. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense pratiquement avec nos amis ORL. Je sais qu'il y a une très bonne équipe de jeunes ORL là, qui est en train d'évaluer cette rééducation contre la corticothérapie, la cortisone intranasale, qui aussi là, ne présente pas de danger contre la cortisone par voie générale. Moi, je trouve que la cortisone par voie nasale et la rééducation ne cause aucun risque, et donc je pense qu'il faut le faire et le faire très précocement, parce qu'il y a entre 10 et 20% des gens qui, 6 mois après, ont encore des troubles pour percevoir les odeurs, et que c'est extrêmement gênant, en réalité, dans la vie. Donc c'est bien de le faire très tôt. Et l'autre problème, c'est de détecter vite le fait qu'on n'a pas assez d'oxygène dans le sang, et les gens ne le perçoivent pas, donc il faut le mesurer avec ces petits appareils, qu'on a été les premiers à recommander, je suis content qu'on les utilise beaucoup. Il faut vérifier s'il n'y a pas de trouble de la coagulation, en particulier si, en mesurant l'inflammation, quand il y a l'inflammation rapidement, il faut, donner des anticoagulants, et deuxièmement, éventuellement, donner des corticoïdes à faible dose associés au traitement antiviral. Pour le traitement, on le fait, honnêtement, j'espère que 2021 sera beaucoup plus calme, parce que le fait qu'il n'y ait plus de Big Pharma pour vendre de médicaments dans cette maladie va permettre de revenir sur Terre et de tester les médicaments qui sont déjà à notre disposition et qui ne sont pas toxiques. Alors, ce qui est bien sûr le cas de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, on a fait notre opinion et beaucoup de gens le testent, mais il y a une vraie question, c'est est-ce que l'aspirine serait plus utile que le Doliprane, par exemple, puisque à la fois c'est un effet anticoagulant, ce qui peut être utile spécifiquement dans cette maladie, pas dans la grippe. Dans la grippe, chez les enfants, il ne faut pas donner l'aspirine, mais dans cette maladie, l'ivermectine, qui est un antiparasitaire sur lequel il apparaît des études qui sont positives, qu'il faut évaluer, la cyclosporine, qui est un médicament qui était un peu maudit, puisqu'il avait été proposé précocement dans le traitement de l'infection HIV, et ensuite les études qui ont été faites ont été paradoxales avant de comprendre comment ça marchait, c'est-à-dire ça ne marche qu'au début de l'infection HIV, et puis tout après. Et donc il y a une place que ça a retrouvé, et ça a un effet aussi significatif sur Covid-19, avec quelques éléments préliminaires qui montrent que ça pourrait être testé. La question du zinc se pose, celle de la doxycycline aussi, qui est un antibiotique qui marche in vitro, et pour lequel il y a quelques données qui ont été préliminaires qui ont été publiées. Donc tous ces médicaments qui ne coûtent rien doivent pouvoir être évalués. C'est pas nous qui le ferons, ça sera les autres. Les Brésiliens font ça, les Pakistanais font ça, les Iraniens font ça. Il semble que l'Europe ne veuille que tester les molécules nouvelles et qui rapportent de l'argent. Mais globalement, il y a tout un panel de drogues qui peuvent être utilisées, qui ne le sont pas pour l'instant et qui vont l'être parce qu'il y a des pays dont l'objectif initial est plus de soigner les malades que de mettre au point des nouvelles molécules d'un prix extrême. Donc la sortie des partenaires avec de nouvelles molécules
va rendre un service important dans l'évaluation thérapeutique. J'espère que ça permettra de revenir, plutôt que de tomber dans le désespoir de il n'y a plus rien, sauf maintenant le vaccin qui va devenir, puisque de toute manière il n'y a rien à faire, il n'y a plus le vaccin. Ensuite, dans cette maladie, une fois qu'on les a traités, le problème compliqué, c'est la suivi des patients qui ont fait un Covid. Il y a un certain nombre d'anomalies qu'on note, de 3 natures. Les gens qui sont passés en réanimation peuvent avoir des problèmes pulmonaires avec des cicatrices pulmonaires importantes qui peuvent entraîner des restrictions respiratoires. Heureusement, pour ce qu'on a vu pour l'instant, il y en a moins que ce que l'on craignait, mais il y en a. Deuxièmement, ce qui apparaît le plus fréquent, c'est la persistance de l'anosmie et les troubles neuropsychiatriques, avec des difficultés à la concentration, des pertes de mémoire, sur lesquelles on peut espérer que les neurologues vont investir brutalement, parce que ça correspond à une partie importante de la population. Moi, je souhaite que l'IHU de la Pitié se précipite sur ce sujet. Si on peut le faire ensemble, on le fera très volontiers. Et puis ensuite, ce qui nous étonne plus, c'est les fixations sur l'aorte qu'on voit sur le PET scanner, qui ressemble un peu à ce qu'on voyait dans les aortites syphilitiques, et donc qui vont nécessiter un suivi pour voir si ça rentre dans l'ordre ou si ça se termine par une dégradation et la création d'anévrismes thoraciques. Donc ça, c'est un point, ce sont des points nouveaux que nous on découvre encore une fois. Moi, je crois au travail, je crois qu'il faut examiner les gens, il faut avoir une équipe pour le faire. Quand il y a quelque chose de spécifique, il faut demander aux spécialistes de travailler avec nous. On ne peut pas déclarer qu'on connaît la maladie d'un bureau sans voir les malades au jour le jour. Et on découvre tous les jours des choses nouvelles. C'est le principe même de la médecine. Donc la médecine, ça se fait au lit du malade et avec les malades. Voilà. Et donc, là aussi, je souhaite que l'ordre des médecins, qui nous représente nous, c'est-à-dire il doit régler les problèmes de conflit entre les médecins, qui est la base de la déontologie. Il doit bien entendu éviter la sorcellerie, c'est justement pour ça qu'on est. Mais de là, moi qui ai inventé une dizaine de traitements qui sont utilisés par tout le monde, dans le monde, de me traiter de charlatan sur les thérapeutiques, je pense que les gens qui disent ça ne sont pas qualifiés pour me qualifier. Donc c'est pas raisonnable. Voilà. Des gens qui sont là, il n'y a aucun d'entre eux n'a inventé une stratégie thérapeutique. J'en ai inventé une dizaine qui sont dans toutes les encyclopédies médicales. Il faut arrêter. Il faut revenir, il faut dire, écoutez, on est dans un temps dans lequel la connaissance est évolutive, et donc les gens prennent la responsabilité en fonction de la connaissance qu'ils ont. Il faut arrêter de mettre des oukases de cette nature-là. C'est pas un temps, et ces dérives les Grecs appelaient ça l'hybris, c'est la déraison liée au pouvoir qui laisse penser que parce qu'on a le pouvoir, on a y compris le pouvoir de décider ce qui est bon pour la science, le pouvoir de décider ce qui est bon pour les malades, mais c'est pas ça. Il faut pas devenir fou, hein. Chacun fait son métier, les scientifiques font leur métier, les professeurs de médecine font leur métier, les médecins font leur métier, et que chacun fasse donc son métier. Et on avancera dans un système qui sera raisonnable. Sur le plan de l'épidémie, quelles sont les dernières données dont vous disposez ? Alors, il y a les dernières données et l'avenir. Alors, bien sûr, je me prononcerai un peu plus maintenant que sur l'avenir. Donc, je voudrais éclaircir, si je peux. C'est compliqué parce que les gens ont l'habitude de ne pas croire, sauf si c'est l'institution en charge, les données qui émergent de leur propre pays. Moi, j'ai une grosse expérience de ça avec le Zika, puisque c'est un de mes anciens élèves qui a découvert le rôle pathologique du Zika en Polynésie française. Et il était en Polynésie française, c'est là que c'est arrivé. J'ai 80% de la population de Polynésie qui a fini par être infectée. Il a montré que c'était une maladie pathogène. C'est le chercheur le plus connu, il s'appelle Didier Musso, vous pouvez regarder, le chercheur le plus connu de Zika. Quand il a présenté ça en France, moi j'ai tout de suite demandé de faire un éditorial pour le journal dont j'étais rédacteur en chef à l'époque, et toutes nos institutions de santé publique s'en sont foutues. À considérer, en dépit du fait que la Polynésie française, c'est la Polynésie française, c'est lié à nous. Donc il a dû prendre les décisions tout seul, il était directeur de l'Institut de recherche de Polynésie, il est devenu le plus connu du monde, il n'y a pas eu de stratégie qui a été mise en place dans les territoires, les domaines d'outre-mer, et c'est seulement quand il y a eu des cas au Brésil, 2 ans plus tard, que les Américains sont fait infecter là-bas, que le Center for Disease Control, le centre américain, a attiré l'attention sur le Zika, que la France s'est préoccupée
de ce qui se passait pour le Zika. Et c'était les mêmes que maintenant avec Reacting de l'INSERM. C'est les mêmes. Ils ne croyaient pas ce que disait notre collègue qui avait fait tout son cursus à Marseille, qui avait les souches, qui avait les cas. Alors, une fois que ça a été reconnu, on a vu les gens, les épidémiologistes de Pasteur sont allés à Tahiti pour dire quelles étaient les autres conséquences. Très bien. Ça veut dire que pendant 2 ans, il est resté seul, pour la France, pas pour le reste du monde, pour la France, à parler d'une maladie qui avait été découverte dans un territoire français. Donc, c'est un problème. Moi, quand j'ai dit dès juillet, écoutez, c'est pas... Les gens pensaient, parce que les gens pensent que j'ai besoin d'être de mauvaise foi. Vous savez, pour reconnaître que je suis trompé, j'ai pas d'état d'âme. Hein. Mais quand, en juillet, je suis revenu en juillet pour faire séquencer les génomes de ce que nous voyions, parce que nous voyions apparaître une nouvelle épidémie, ce qui me surprenait. Je n'ai pas l'habitude de voir des épidémies avec rebond. Je n'ai pas d'exemple de ça. Et donc je suis très surpris. Quand il se passe un truc comme ça, généralement c'est un mutant. D'accord ? Donc je suis revenu pour ça, et vous voyez, ici, vous avez la couleur des mutants de la première épidémie, et ici la couleur des mutants de la deuxième épidémie. C'est très différent, c'est pas les mêmes. Donc on a pu maintenant tracer, on a envoyé le papier, on a pu tracer l'origine du début de cette épidémie, qui vient d'Afrique du Nord, vient d'Afrique, hein, a commencé en Afrique subsaharienne, on a vraiment la séquence avec les génomes, et puis ensuite au Maghreb, et puis ensuite à Marseille, et elle n'a duré que jusqu'en juillet, et elle n'a pas diffusé hors de cette zone-là. C'est pas ça a donné des formes très peu graves et qui n'ont pas diffusé au-delà de cette zone-là. Mais on ne sait pas pourquoi. Ce mutant, c'était bien un mutant ou un variant, mais il était suffisamment différent pour qu'on l'identifie, et deuxièmement, il n'avait pas de vitalité. Et puis on a eu, à la fin de ça, et qui a commencé vraiment à flamber à partir de septembre, un autre variant qu'on appelle le 4, qui est celui qui a causé, vous voyez en bleu, là, qui est celui qui a causé toute l'épidémie jusqu'à maintenant et qui continue à sévir maintenant, qui cause encore 50% des cas qu'on voit actuellement. D'accord ? Et il est extrêmement différent de tous les autres, extrêmement loin. On ne sait pas quelle est son origine, on ne sait pas comment un virus a pu apparaître la première fois avec autant de mutations différentes. Normalement, on voit des stades progressifs. Soit c'est dû, c'est possible, au fait qu'il y ait des mutations dans les gènes réparateurs de ce virus, et donc les mutations sont accumulées, soit c'est parce qu'il a eu une période qui est complètement aveugle, où il s'est multiplié dans autre chose que l'homme, et il est possible que ce soit un de ces virus qui s'est multiplié dans les élevages de visons. C'est possible. Parce que les premiers génomes que l'on a, qui ont été faits ici, dans le sud de la France, en Occitanie, chez nous et en Occitanie, pour les 4 premiers ou les 5 premiers, et le 6e c'était au Danemark, et le plus grand nombre de génomes que l'on a de ce génotype vient du Danemark, qui est un des endroits au monde où il y a le plus de visons. Ils ont déjà exterminé la moitié de leurs visons d'élevage. Donc c'est pas impossible, en particulier on a l'impression qu'il y a une mutation à la base qui est commune avec le vison. Il y a d'autres hypothèses, mais en tout cas il s'est passé quelque chose avec un nouveau mutant. Tant qu'il n'y a que moi qui disais ça, parce que personne d'autre ne faisait de génome en France, les gens ne font pas assez de génome. Mais quand les Anglais ont dit, regardez, si nous on a un génotype avec une nouvelle maladie, tout le monde dit, ah c'est vrai, d'un coup j'en dis, mais nous alors finalement c'est pas vrai ce qu'ils disaient à Marseille, qu'eux aussi ils avaient un génotype sûr, c'est vrai, et il est dans toute l'Europe ce génotype. Hein. Donc c'est une autre épidémie, c'est autre chose, c'est pas un modèle, c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire de modèle épidémique. C'est une autre maladie. Chaque maladie a son propre génie. Ces virus mutent beaucoup. On avait l'impression que ces grands coronavirus mutaient moins parce qu'ils ont ce système de réparation. Mais si ce système de réparation marche moins, ils se remettent à muter beaucoup et vous allez avoir des mutants sans arrêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'il y ait des mutants ? Eh bien, vous avez une deuxième maladie qui sévit là. Et vous voyez, qui a ni la même ampleur, ni la même mortalité, ni la même durée dans le temps. Elle a duré beaucoup plus dans le temps, elle était moins souvent mortelle, mais à la fin il y a plus de morts parce qu'elle a duré tellement plus longtemps qu'elle a touché beaucoup plus de gens. On estime, nous, à Vulnay, qu'il y a peut-être eu 8% de gens à Marseille qui ont été infectés au cours de la première épidémie, et peut-être 25% jusqu'à présent, avec la deuxième épidémie. Donc, 3 fois plus fréquente. Mais surtout, le point qui est intéressant, important, c'est que c'est tellement 2 épidémies différentes que nous avons maintenant 33 personnes qui ont fait une maladie dans la première épidémie et qui viennent d'en faire une avec le 4. Là. Donc
ils ont rejoué une deuxième fois avec l'épidémie. Donc, ça veut dire que c'est pas la même maladie. 2, l'autre a disparu, celle qu'on avait eue. 2, la première épidémie ne paraît pas entraîner une immunité totalement protectrice vis-à-vis de ce nouveau génotype, ce qui est quand même une question embêtante. Ça veut dire que si la maladie naturelle ne donne pas une protection suffisante contre les variants, ce qui avait été suggéré pour les autres coronavirus endémiques, c'est embêtant. C'est-à-dire qu'il va falloir repenser que le vaccin, je leur parlais, va nous aider, mais ça ne va pas régler tous les problèmes. Il va falloir soigner les malades, il va falloir les détecter, soigner les malades et avoir des politiques de prévention qui soient intelligentes et pas émotives. Donc il va revenir à la besogne. Vous avez qu'à relire La Peste de Camus. Ça fera le plus grand bien. C'est un livre magnifique et vous verrez, il soigne les gens. Enfin, ils ne savaient pas comment les soigner, mais on les soigne. On incise les abcès, on les soigne, on les prend en charge. Et puis l'épidémie s'arrête à un moment. Il n'y avait pas de... Parce que les épidémies sont comme ça, elles montent, elles descendent, et les raisons sont mal connues. Mais en attendant, les patients, on les soigne individuellement. Donc ça, c'est le problème. Nul n'est prophète en son pays, ça je le sais bien. Mais enfin là, je pense que vraiment l'État s'est rendu compte qu'il y avait un déficit profond de séquences génomiques, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils en faisaient 10 fois moins que les Anglais. Et comme c'est ça le critère, c'est... finalement, nous, peut-être qu'on a fait des bêtises, mais les autres le font aussi. Si les autres le font aussi, c'est pas très grave. On est même plus sûr que c'est une bêtise. Mais si les autres le font pas, là, on comprend que il se passe quelque chose. Alors, si vous voyez le nombre de séquences qu'on a en France, à côté du nombre de séquences qu'il y a en Angleterre, le nombre de séquences qu'il y a au Danemark, ou le nombre de séquences, c'est gênant. Donc il faut faire des séquences. Je pense qu'au plus haut niveau, les gens sont maintenant lucides sur le fait qu'il y a un fantastique retard sur le génome. Là, encore une fois, c'est parce que je pense que le conseil scientifique manque de science. Donc on a manqué de médecine, on a manqué de science. La science, c'est ça. C'est qu'on surveille, on n'a pas d'opinion sur une maladie qu'on ne connaît pas, on surveille, on travaille, on fait tous les jours, on multiplie les génomes. Et si les autres s'étaient mis à multiplier les génomes, et s'il y avait une analyse quotidienne des génomes, on ne ferait pas dire à nos responsables des bêtises, les mutants ça n'existe pas, il n'y en a pas, pour après se rendre compte qu'en réalité, depuis juillet, on est en plein dans une nouvelle maladie avec des nouveaux variants. Mais maintenant, on le sait, ça va. Il faut arriver maintenant à tenir compte des leçons et arrêter de prétendre connaître ce qui va se passer avant même d'avoir des données qu'on puisse regarder. Et après c'est le travail de la télévision, elle n'est pas là pour porter la vérité. Mais enfin, vous avez des gens qui viennent là s'exprimer en donnant les opinions sur le génome, sur le truc, ils ne savent même pas ce que c'est. Je ne sais pas s'ils connaissent la structure du génome des choses. Je leur propose de regarder, d'ailleurs, il y a une très bonne vidéo faite par Isabelle Imbert pour vous expliquer tout ce qu'est le génome des coronavirus, de comment ça mute, de comment ça se passe, et du coup vous pourrez en parler, c'est intéressant. Voilà, donc je pense que c'est un point extrêmement important. Tous ces éléments sont des éléments très importants, et nous pendant tout ce temps on n'a fait que travailler. Alors, on va faire ce livre qui s'appellera les carnets de guerre de Covid-19 pour mettre vraiment mot par mot tout ce que nous avons dit, qui évitera de délirer ou de couper les morceaux ou de les réarranger comme des gens sont devenus spécialistes. Et puis, il faut bien reconnaître qu'en termes de production scientifique, qu'est-ce qui, moi, m'intéresse? Ce qui se dit sur le plateau de télévision, c'est pas ma vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la production scientifique. En clair, l'IHU est le premier en France, et c'est le premier en dehors de Chine. D'accord? Il y a eu un travail récemment qui a été vu, quelles sont les 500 publications les plus citées sur le Covid-19. Il y a 13 Chinois avant nous, et puis nous, 3 d'entre nous, et 2 Allemands, bien sûr, dont Sten, une star qui n'a pas arrêté de travailler. Il fait les génomes, il a mis au point le premier, les PCR, c'est un grand scientifique. Et donc on est seconde chinois, c'est pas mal. Les équipes françaises et allemandes sont avant les Anglais, avant les Américains, ce qui était impensable il y a encore 2 ans. On verra si ça durera, mais notre production scientifique aussi, bien sûr. En France, c'est de très très loin la plus importante. Les deuxièmes, c'est les ORL qui font très très bien. Et le troisième, c'est les réanimateurs qui font très très bien. Voilà. Donc c'est les gens qui ont eu à travailler, à faire du diagnostic, à analyser les séquences et à voir des malades. D'accord ? Donc les ORL, ils ont vu des malades, ils sont occupés, ils ont fait de la médecine. Les réanimateurs sont bien obligés de faire de la médecine, ils sont bien obligés de tâtonner pour soigner les gens. D'accord ? Mais si vous ne soignez pas, ou si vous commencez seulement à soigner les gens dans les réanimations, vous n'apprenez pas. D'accord ? Et vous ne pouvez pas découvrir de choses nouvelles, vous ne pouvez pas trouver de choses nouvelles.
Voilà ce qui se passe. Donc au bout d'un moment, tout ça est intéressant, tout le monde a le droit d'avoir une opinion sur tout, mais il faut se méfier pour ne pas expliquer que ceux qui sont les plus productifs dans le domaine en question, je parle bien là, du coronavirus, du Covid-19, hein, ceux qui sont les plus productifs de très très loin, il ne faut pas dire que c'est eux qui ne savent pas quand même, parce qu'au bout d'un moment, on ne comprend plus le monde. Concernant le vaccin, quel est votre regard sur la situation ? Écoutez, les vaccins, moi là aussi j'ai écrit un livre sur les vaccins il y a un peu plus longtemps, qui a été mal compris, je regrette, parce qu'on vit dans un monde, en particulier c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux plus aller sur les plateaux de télévision, dans un monde qui est trop binaire pour moi, c'est trop, est-ce que c'est toujours bon ou est-ce que c'est toujours mauvais? Donc, comme il n'y a jamais rien qui est comme ça, tout est une question en médecine de rapport bénéfice-risque. Si on veut discuter intelligemment avec moi, je suis d'accord. Si c'est pour avoir des discussions avec des imbéciles qui me disent alors vous êtes pour, vous êtes contre, je ne le fais plus. Voilà. Donc ça m'est arrivé une fois, je suis sorti sidéré là aussi, les gens qui me donnaient des leçons de science sur les maladies infectieuses, je suis resté un peu scotché, hein, et avec une arrogance qui m'a laissé pantois. J'en ai vu des oiseaux, enfin c'est assez extraordinaire. Donc en pratique, les vaccins font partie de notre arsenal. Certains des vaccins marchent presque toujours très très bien dans notre histoire. Ce sont les vaccins contre les toxines, tétanos, diphtérie. Ce sont les vaccins contre les maladies très immunisantes. C'est-à-dire les maladies de l'enfance qu'on ne faisait qu'une fois. Pour celles-là, on a des vaccins qui marchent très bien, qui ont toujours très bien marché. D'accord ? Parce que c'est facile. L'infection naturelle donne une immunité totale et définitive. Oui. Moi, malheureusement, je suis âgé, donc j'ai fait une rougeole naturelle d'avant le vaccin. C'est pas la peine de me revacciner. Vous, qui avez reçu le vaccin contre la rougeole, c'est pas sûr qu'il ne faille pas vous vacciner à un moment parce que l'immunité par le vaccin n'est pas aussi bonne que l'immunité naturelle. Mais elle est bonne parce qu'elle limite quelque chose qui existe déjà. Dans les maladies dans lesquelles il n'y a pas peu d'immunité, où l'immunité est mauvaise, et qui donnent des maladies récurrentes chez la même personne, les vaccins sont soit impossibles, soit relativement peu efficaces. Alors, ça fait partie de l'arsenal de prévention. Le vaccin contre la grippe, s'il a été éradicateur depuis le temps, on le saurait. Mais il diminue le nombre de grippes, peut-être que dans un certain nombre de cas, on a des grippes moins graves, mais on sait bien que ce n'est pas un vaccin parfait, parce que c'est pareil, les virus de la grippe mutent, changent, que le vaccin marche de moins en moins bien au fur et à mesure qu'on vieillit, c'est-à-dire que notre immunité diminue, et donc tous les 10 ans, le pourcentage de gens protégés par une vaccination contre la grippe diminue. Parce que notre immunité ne réagit pas de la même manière chez nous et chez les enfants de 5 ou 6 ans qui ont une immunité d'enfer et qui ont des réponses immunitaires extraordinaires. Donc tout ça est compliqué. Après, donc la question qui se pose pour le vaccin, ici comme d'habitude, et je vous le dis tout de suite, bien sûr, dès que une stratégie vaccinale sera mise en place, nous participerons ici à l'IHU à faire des vaccins, bien sûr. Il suffit de nous le demander, on fait des vaccins pour toute une quantité de maladies, on fera pour celle-là aussi. Après, la question c'est quel est le bénéfice et quel est le risque. Le bénéfice, pour l'instant, les conditions dans lesquelles il a été testé, ça correspond aux souches qui ont été testées. Est-ce que, alors que l'infection naturelle ne protège pas contre les mutants circulants, la vaccination pratiquée avec les virus qui circulaient à ce moment-là va protéger contre les virus qui circulent maintenant? C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Donc, peut-être que ça diminuera la gravité, peut-être, mais je ne sais pas répondre parce que cette question-là n'a pas été testée. La deuxième, donc, ça c'est une chose, mais si ça peut diminuer la circulation d'un certain nombre de variants, tant mieux. On fera le point au bout d'un moment. Pour l'instant, ce point-là, on ne peut pas le faire. Il faudra du temps pour le faire. Donc la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un risque? Les risques qui ont été évalués, personnellement, je pense que la plupart d'entre eux ne présentent pas de risque à court terme. À moyen et à long terme, personne ne peut le savoir sur des formes nouvelles.
Donc autant les vaccins inactivés qu'on connaît, ou ceux qui sont liés aux adénovirus qui ne sont pas réplicants, ceux-là, on a évalué les effets secondaires qui sont ni plus ni moins ceux des autres vaccins, et il ne s'est pas passé de choses trop extraordinaires, donc je ne vois pas trop le risque qu'ils comporteraient. Les vaccins avec mRNA, je suis plus prudent parce que c'est quelque chose qui est entièrement nouveau, donc quelque chose qui est entièrement nouveau, les effets à moyen et long terme, on est incapable de les prédire, on ne sait pas le faire. Donc à choisir, je reconnais que je suis plus ouvert aux vaccins qui ne sont pas les vaccins à ARN messager qu'aux vaccins à ARN messager, c'est mon point de vue. Après, le vaccin, ça ne veut rien dire, il y a 200 vaccins qui sont en cours d'évaluation actuellement. Donc dedans, il y en a qui seront meilleurs que d'autres, il y en a qui seront plus agressifs que d'autres, mais pour l'instant, je ne trouve pas qu'il y ait un risque particulier ou un risque à redouter dans les médias à faire des vaccins, donc il n'y a pas de raison de faire la guerre à des vaccins tels qu'ils existent maintenant. Il y en a d'autres qui vont arriver rapidement. Est-ce que ça est la baguette magique qui va arrêter l'épidémie? Je ne le crois pas non plus. Donc je ne sais pas quantifier le bénéfice, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un risque majeur avec ces vaccins, je ne crois pas. Après, encore une fois, on ne prédit rien du tout, en particulier sur les choses inconnues. Alors, moi, je suis d'une prudence extrême, je ne sais pas du tout. Donc voilà, donc la position de la France dans cette situation, vous voyez, j'essaie d'être objectif, même quand aucun de nous n'est parfaitement objectif, elle n'est pas si mauvaise. Que la France y aille, mais pas en se ruant dessus avec la première génération de vaccins, ça paraît dans l'état de la connaissance assez raisonnable. On va bien voir, les Israéliens en font par millions, les Américains en font par millions, les Allemands en font par centaines de milliers, et donc je finirai avec ça. Vous savez, ici c'est le pays de Pagnol, et quand Marius part sur le bateau, et son père lui écrit, et Marius est dans un bateau dans lequel on mesure la profondeur des mers. Et César dit à son fils Marius, fais attention à toi, laisse un peu mesurer les autres. Et donc je pense que c'est bien de faire comme ça, voyons avec les choses nouvelles déjà ce qui se passe ailleurs, avec prudence, avançons tranquillement, et surtout préoccupons-nous de ce que nous savons faire, soigner les malades, les détecter, et faire les règles d'hygiène de base, se passer 20, 30, 100 fois. Moi, je dois me passer 100 fois les mains à l'alcool par jour et je n'ai pas attrapé pour l'instant le Covid-19 alors que je suis au cœur du séisme. Ça va bien. Donc, le masque, quand on parle avec quelqu'un qui est infecté, bien sûr, ça va de soi. Le passage des mains à l'alcool en permanence. Et si quelqu'un chez vous a un Covid+, il faut que vous le traitiez comme nous, on le traite dans nos chambres en isolement, qu'il essaie de pas trop sortir, et s'il doit sortir, il faut qu'il mette un masque, et il faut que vous parliez un masque quand au truc, et vous ne pas dormir dans le même lit que quelqu'un qui est positif, parce que ça marche vraiment, la transmission, on ne peut pas l'arrêter.